Yoko, bonjour. Bonjour Richel, Bienvenue. merci. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre? Quelles en sont les raisons fondamentales? Bon, les raisons sont nombreuses. Il y a une multitude de raisons qui m'ont poussé à écrire Itinéraire sur le drapeau. Mais parmi toutes les raisons, j'en retiens particulièrement deux. Premièrement, j'ai voulu honorer la mémoire de mon père en retraçant son engagement militaire dans un contexte historique et particulier, parce que ça correspond à la période de l'Afrique équatoriale française, et avec ses méfaits et ses bienfaits. Deuxièmement, en tant que fils, je connaissais mon père. Mes frères et sœurs aussi le connaissaient. C'était un père aimant, un père attentif. Mais l'homme sous l'uniforme, je ne le connaissais pas. Alors, je suis allé à la conquête de l'information. J'ai voulu savoir, j'ai voulu découvrir qui était l'homme derrière le militaire, qui était l'officier derrière le père. Et je peux vous dire qu'à travers les témoignages de ses amis, le docteur Ekondi Akala, le professeur Théophile Obenga, le ministre Edouard Ebouka Babakas, et aussi à travers le témoignage des AET, les anciens enfants de troupe, qui étaient ses élèves, qui sont d'ailleurs mes aînés. Je peux dire que j'ai rencontré un autre visage de mon père. Quel visage? Un visage marqué de respect, un visage marqué d'exemplarité, un visage marqué de fierté. Et je dirais même un visage d'envie. Pourquoi je dis envie? Parce qu'on a envie d'être comme lui. Une envie saine, hein, évidemment, mais on n'arrive pas. Voilà un petit peu les raisons qui m'ont poussé à écrire Itinéraire sous le drapeau. Mais je dois avouer quand même que le livre est né en partie grâce à ces témoignages. Pourquoi avoir attendu 13 ans pour écrire ce livre? Bon, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Certainement, le deuil et la mémoire évoluent avec le temps. Je dis certainement. Il faut prendre du temps pour avoir des informations, pour des témoignages. Il faut prendre du temps pour recueillir des informations, des documents. Et donc, pour faire un travail tel qu'écrire un livre, il faut prendre du recul pour transmettre une histoire authentique et surtout respectueuse, parce que ce sont les lectrices et les lecteurs qui sont là. Donc, j'ai voulu prendre le temps, tout simplement. Je profite aussi de raconter l'histoire d'un ancien, un AET, un grand frère, que j'avais appelé à l'époque pour lui faire part de mon projet d'écrire mon livre. Et comme il était un AET, donc il a connu mon père. Il m'a fait part un peu de certaines anecdotes, comment ça se passait à l'école. Nous avons échangé pendant 2 heures. Et 2 heures après, on a raccroché. Il m'envoie un message 5 minutes après. Il me dit ceci. Henri, si tu écris un livre sur le commandant, faut bien l'écrire. Parce que ton père était un homme de rigueur. Je pense que ça peut aussi répondre quelque part à ta question, lorsque tu m'as dit pourquoi avoir attendu 13 ans. Parce que c'était un homme de rigueur. À la page 18, dans le chapitre Brazzaville 1954, l'engagement en Afrique équatoriale française, AEF, il est mentionné que Charles de Gaulle fut président de 1959 à 1969. N'y a-t-il pas une coquille sur la date? Tu fais bien de poser la question parce que j'ai eu le même problème avec mon éditeur. Lorsque j'ai envoyé mon ouvrage, il m'avait renvoyé pour la correction. En rouge, il est écrit 1958. Donc pour lui, c'était une erreur. Donc j'ai dû renvoyer l'ouvrage et mettre encore 1959 et expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 1958, René Coty est président de la République, président de la 4e République. Alors, il y a une crise gouvernementale profonde, majeure. Il n'arrive pas, il y a une multitude de petits partis, il n'a pas la majorité. À côté, le 13 mai 1958, il y a la crise d'Algérie. Les militaires ne voulaient en aucun cas négocier avec le FLN, donc le Front de Libération Nationale. Ils ont dit au président René Coty, si vous négociez avec le FLN, nous allons faire un coup d'État militaire. Ils étaient prêts à en découdre et envoyer des parachutes sur Paris. Il y avait d'ailleurs, à cet effet, 3 généraux. Il y avait le général Massu, Jacques Massu, il y avait le général Raoul Salan avec AN à la fin, et il y avait
le général Edmond Jouot. Ils ne voulaient pas de négociation avec le FLN. Ils ont catégoriquement refusé. Alors, pris de peur, le président René Coty dit « Mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai pas de majorité, je suis menacé. » Il fait appel, comme il avait dit d'ailleurs au Parlement. À l'époque, Charles de Gaulle était le symbole de la résistance, c'était le libérateur. Il a fait appel, il a nommé président du Conseil. Alors, président du Conseil, c'est l'équivalent de Premier ministre de la 4e République. Et il avait la charge de rédiger la nouvelle Constitution, donc passer de la 4e République à la 5e République. Ce qu'il a fait, et 6 mois après, il s'est présenté aux élections présidentielles. René Coty ne s'est pas présenté. Il a l'air soutenu. Il s'est présenté contre Georges Marane, qui était un ancien ministre de Vincent Auriol, le président Vincent Auriol, ministre de la Population et de la Santé. Il y avait aussi Albert Châtelet. Et Charles de Gaulle a gagné les élections le 21 décembre 1958. Il a été élu. La passation de service s'est faite le 8 janvier 1959. Donc les gens ont l'impression que de Gaulle était président. Non, la transmission du pouvoir s'est faite seulement à partir du 8 janvier 1959. Donc souvent il y a une confusion. Donc je réitère, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Le président Charles de Gaulle était bel et bien président du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. Élu en 58, mais au pouvoir en 59. Voilà. Tu évoques la guerre d'Algérie à la page 29. Que retiens-tu d'elle? La guerre d'Algérie a été le théâtre d'une barbarie sans précédent. Il ne faut pas avoir peur des mots. Et cette barbarie a été pilotée, je dirais, minutieusement par l'Empire colonial français. Ils ont réussi à mettre en conflit la plupart des pays d'un même continent pour leurs intérêts au mépris de la dignité humaine. Je ne suis pas le seul à le dire d'ailleurs. Le candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, en 2017, l'a dit lorsqu'il a été interviewé par un média algérien. Il a dit ceci, je cite, « La colonisation fait partie de l'histoire française. La guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. » Fin de citation. C'est difficile d'en dire plus. Qu'en est-il du soldat Ondoko? Et apparemment, il y a une histoire particulière avec la guerre d'Algérie. Le soldat Ondoko, pendant la guerre d'Algérie, comme toute guerre d'ailleurs, il y a des morts, il y a des blessés, il n'a pas échappé à cette règle. En pleine bataille d'Alger, une balle a transpercé la poitrine du soldat Ondoko. Et l'information a été relayée quelque temps après à Brazzaville. Ses sœurs étaient dans tous leurs états. Ses grandes sœurs, maman Alphonsine à l'époque avait 26 ans et demi et maman Gabi avait 24 ans. Elles étaient inconsolables. Elles n'étaient pas, elles avaient un doute parce que l'information n'était pas bien passée. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était blessé? Il n'avait que 21 ans, donc imaginez un petit peu les grandes sœurs. Alors, entre-temps, en Algérie, on a demandé à transférer tous les blessés et des corps sans vie à la base militaire d'Alger, en entendant les rapatrier dans leurs pays respectifs. MS Fouch, qui a traversé avec évidemment les blessés et les morts, qui a traversé la mer Méditerranée et passé par le détroit de Gibraltar. Et le navire est entré dans l'océan Atlantique, je dirais dans la vastitude, parce que l'océan Atlantique est immense. Ensuite, le navire a longé la côte ouest de l'Afrique en passant par le Maroc, par la Mauritanie et 4 ports, dont le port de Dakar, le port d'Abidjan, le port d'Owendo, que les Gabonais prononcent par Ovendo, et pour terminer sa navigation finalement au port de Pointe-Noire, soit le 11 septembre, soit 18 jours de navigation. Et au plus grand plaisir évidemment de sa famille quand il est arrivé au niveau de Pointe-Noire. Et dès qu'il est arrivé à Pointe-Noire, on l'a affecté à la compagnie de garnison des transits du bataillon de tirailleurs Congo-Gabon. Pour lui signifier ces 4 mois de congé, bien que blessé, il fallait d'abord aller, c'est conformément à l'argumentation militaire, pour lui signifier ces 4 mois. Et ensuite, ça a été prolongé de 6-7 mois. Et c'est seulement à partir de 1960,
1959 qu'il était affecté au 17e bataillon d'infanterie de Douala. Ça, c'était pendant la guerre d'indépendance du Cameroun, avec des grandes figures telles que Félix Roland-Nier, Martin Singé, Ernest Windé, enfin, et d'autres. Donc c'était une période assez difficile. Mais je ne vais pas tout raconter parce que si je continue à tout raconter, qu'est-ce qui va se passer? Les gens ne vont plus acheter le livre. Allez acheter ce livre, ou procurer ce livre plutôt. Vous ne serez pas déçus. C'est une belle aventure. Pour conclure, aurais-tu un dernier mot ou un dernier message? Dieu a donné deux choses à l'homme. La nation et la famille. La nation pour accomplir une mission et réaliser un idéal. La famille pour trouver l'amour et la force d'avancer. Il me semble que le colonel Ondoko a été gratifié de ces deux privilèges. En tout cas, je le pense. Henri Ondoko, merci. Merci Richel, merci. Merci de m'avoir invité.